Les images que vous observez actuellement ont été enregistrées par des caméras de vidéosurveillance installées dans les couloirs d'un gymnase scolaire, un lieu banal, familier, censé être sûr, où rien de grave n'est supposé se produire une fois les élèves partis et les lumières restées allumées pour le personnel. Sur ces images, il n'y a pas de cris, pas de courses, pas de scène de violence, seulement un jeune homme qui marche, lentement, dans un couloir presque désert, parfaitement à l'aise, comme quelqu'un qui connaît chaque porte, chaque recoin, chaque angle mort de cet endroit. Il s'arrête devant une porte, pose la main sur la poignée, pousse brusquement, entre, ressort presque aussitôt, puis recommence le même geste encore et encore, avec une précision qui ne ressemble plus à de la curiosité, mais à une répétition méthodique, réfléchie, volontaire. Ces images, vues après coup, sont difficiles à supporter parce qu'on comprend qu'il ne s'agit pas de simples allers-retours, mais d'un homme qui se prépare, qui s'entraîne, qui répète un geste. Mais que fait-il précisément ? Pourquoi erre-t-il dans les couloirs de ses vestiaires ? Est-ce qu'il attend quelqu'un ? Dans cette histoire, encore une fois, ces images de vidéosurveillance tendent à nous montrer que la vérité n'est jamais très loin. Paul Tichsen, 24 ans, c'est donc ce jeune homme. Il occupe un poste d'assistant sportif et de coordinateur après les cours. Ancien élève du prestigieux établissement St Andrews Cathedral School en plein cœur de Sydney. Il a quitté sa Hollande natale, adolescent, pour venir étudier en Australie entre 2015 et 2017, période durant laquelle il s'est illustré comme capitaine de son équipe de sport et même référent auprès de certains élèves. En 2020, après des études supérieures dans son pays d'origine, aux Pays-Bas donc, Paul revient à Sydney pour intégrer le personnel sportif de St Andrews, notamment comme entraîneur de cricket et de hockey. C'est un jeune homme ambitieux, soucieux de son image, sans antécédents judiciaires connus, ni signalement de violence domestique le concernant. Quand il revient à Sydney, il fait la rencontre d'une jeune femme, Lily James. C'est une jeune Australienne de 21 ans, passionnée de sport elle aussi, et particulièrement de natation et de water-polo. Lily et Paul se rencontrent à l'école et entament une relation amoureuse au cours du mois de septembre 2023. Lily, dès son adolescence, se distingue en compétition. Championne de natation chez les moins de 17 ans en 2019, elle obtient ses diplômes au lycée d'Ainbank en 2020. 3 ans plus tard, en 2023, Lily poursuit des études de management du sport à l'université tout en travaillant comme coach de natation et de water-polo, elle aussi, au prestigieux établissement St Andrews Cathedral School, qui est, je le répète, en plein cœur de Sydney. Son entourage la décrit comme une jeune femme vibrante, extravertie et remplie d'amour, très appréciée de tous. L'idylle entre Lily et Paul est brève, environ 5 semaines. Les raisons exactes de leur rupture restent privées, mais des proches de Lily confieront plus tard qu'elle se sentait mal à l'aise face à certains comportements de Paul. Ce dernier semblait en effet se montrer jaloux et intrusif dans sa vie. Il lui arrivait de vérifier par exemple le téléphone de Lily ou de l'attendre à la sortie d'une soirée pour surveiller avec qui elle rentrait. Lily commençait à trouver l'attitude de Paul étrange peu avant leur rupture. Et c'est vrai que dès le début de leur relation, Paul se montre possessif, obsessionnel. Il exige par exemple que Lily partage en permanence sa localisation sur son téléphone. Comme ça, il sait où elle se trouve. Lorsque Lily met fin à leur liaison en octobre 2023, Paul ne l'accepte pas. Il aurait même été surpris en train d'attraper Lily, violemment, par les épaules et de la coincer contre un mur sur le campus. Des témoignages d'une ancienne petite amie le décrivent comme un jeune homme contrôlant et intrusif. Il l'aurait harcelé après leur rupture. Il aurait piraté ses réseaux sociaux et même frappé un arbre au-dessus de sa tête dans un accès de rage. Lily ne se sent plus en sécurité avec lui, c'est pour ça qu'elle met fin à la relation en octobre 2023. Mais après la rupture, Paul Tichsen sombre dans une obsession malsaine. Il adopte un comportement de stalking, il surveille le domicile de Lily à 7 reprises, en voiture, c'est ce qu'elle a compté. Il note les allées et venues, il photographie les véhicules présents devant chez elle. Il utilise même l'application Snapchat pour suivre en temps réel les déplacements de Lily.
se montrant agité lorsqu'il la sait en soirée en présence d'un ancien petit ami. Ça lui plaît pas. Ce besoin de contrôle absolu trahit la volonté de Paul de garder une emprise sur Lily et de la punir d'avoir mis fin à la relation. Mais ça ne s'arrête pas là. Il mûrit quelque chose en silence. Il élabore méthodiquement son plan, un plan meurtrier. Les heures de Lily, elle ne le sait pas à ce moment-là, sont comptées. Par contre, les caméras de vidéosurveillance vont enregistrer ces préparatifs jusqu'au terrible 25 octobre 2023. Deux jours avant le meurtre, Paul se rend dans une quincaillerie du centre-ville de Sydney. Regardez, il achète un marteau ainsi qu'un rouleau de ruban adhésif. Les caméras de sécurité du magasin le montrent en train de manipuler plusieurs marteaux, on le voit clairement. Il a l'air de tester le poids. Il va en sélectionner un et ensuite passer à la caisse. Autre image de vidéosurveillance, le jour du meurtre. Paul loue une voiture via un service d'autopartage afin de disposer d'un véhicule qui ne soit pas immédiatement relié à lui. Il utilise cette voiture de location pour se rendre à l'école le soir venu. Le 25 octobre 2023, Paul arrive en avance au St Andrews Cathedral School, profitant de son rôle de staff périscolaire pour accéder aux locaux en dehors des heures de cours. Les caméras de sécurité le filment, regardez, en train de préparer minutieusement la scène de crime. Les caméras capturent une scène glaçante. Paul s'entraîne à entrer dans la future scène de crime. Il fait des répétitions de l'attaque. On le voit s'introduire brusquement dans les toilettes handicapées du gymnase. Sachant que Lily va devoir se changer à son retour à l'école, Paul prépare un stratagème pour la conduire exactement où il le veut. Il détourne, écoutez bien, un panneau, nettoyage en cours, et le place devant l'une des 3 portes de toilette du gymnase. Le but, c'est de faire croire que ces sanitaires sont indisponibles et forcer Lily à utiliser la plus grande cabine, celle réservée aux personnes handicapées, à l'écart où il prévoit de l'attaquer. Toutes ces manipulations sont captées par les images de vidéosurveillance. Il fait déjà nuit ce 25 octobre 2023 lorsque Lily James revient au St Andrews Cathedral School. Aux alentours de 19h10, après un entraînement de water-polo avec ses élèves à l'extérieur, Lily rentre en minibus à l'école et s'assure que tous ses élèves sont repartis avec leurs parents. À 19h11, Lily arrive au niveau des portes du gymnase intérieur, en tenue de sport, les cheveux encore humides après la séance. Elle y retrouve Paul Tichsen qui est là, son collègue, et son ex-petit ami, c'est vrai, qui l'attend. Il est là depuis un long moment, mais ça, elle ne le sait pas. Lily informe Paul qu'elle doit se changer rapidement parce qu'elle a un match de water-polo un petit peu plus tard dans la soirée. Elle porte son sac de sport et se dirige vers le vestiaire du personnel attenant au gymnase. Elle traverse la salle du personnel, puis le couloir des vestiaires avec ses affaires, devant les portes des toilettes. Elle remarque le panneau nettoyage en cours, positionné sur l'une des entrées. Obéissante aux consignes, comme elle le fait tout le temps, elle n'emprunte pas cette porte et se rabat donc sur la porte voisine, la grande salle de bain accessible aux personnes handicapées. C'est exactement ce que Paul avait prévu. Lily y entre sans méfiance. Dans la pièce isolée, quelques secondes plus tard, Paul Tichsen passe à l'action. Les images de sécurité le montrent regarder, attrapant son sac à dos, resté dans la salle du personnel, puis empoignant fermement le marteau qu'il avait dissimulé dans sa main droite. Il marche d'un pas décidé vers les toilettes où Lily est entrée. Il se tient là. Sur cette capture, il apparaît, s'arrêtant juste devant la porte des sanitaires. Pendant près de 2 minutes, l'oreille tendue, il écoute pour s'assurer que Lily est bien seule et vulnérable à l'intérieur. Il est 19h14 ce soir-là lorsque Paul, après ces instants de battement, pousse brutalement la porte et fait irruption dans la salle de bain, le marteau levé comme il l'avait répété. L'horreur est en train de se dérouler de l'autre côté de cette porte. Une fois à l'intérieur, l'attaque est sordide. Paul Tichsen attaque Lily par surprise avec une violence inouïe.
Le marteau s'abat sur la jeune femme avant même qu'elle comprenne ce qui lui arrive. Lily tente instinctivement de se défendre, elle lève les bras, les mains pour se protéger, mais les coups pleuvent avec une force terrible. Paul frappe, encore et encore et encore. Plus tard, le médecin légiste va révéler 25 blessures profondes sur la tête et le cou de Lily, ainsi que des fractures et des contusions au bras compatibles avec des gestes de défense. Des experts qualifieront plus tard cette attaque d'une violence extrême, dépassant largement ce qui aurait suffi pour causer la mort. En quelques instants, Lily est mortellement blessée. Le couloir du gymnase, d'ordinaire animé, reste silencieux. Personne n'entend les bruits de lutte qui s'estompent rapidement parce que il n'y a personne d'autre que Lily et Paul dans le gymnase. Lily gît sur le sol des sanitaires inanimés. Paul Tichsen, couvert de sang, réalise son acte. Il vient de tuer son ex-petite amie. Mais il ne s'enfuit pas immédiatement. Au lieu de prendre la fuite sur le champ, Paul reste cloîtré pendant de longues minutes auprès du corps. Les horodatage de la vidéosurveillance vont révéler qu'il reste dans le vestiaire pendant 1h12 précisément après l'attaque. Pendant ce temps-là, que fait-il ? Eh bien, il entreprend de mettre en scène la découverte du crime. Il récupère le téléphone de Lily, compose un message à l'attention du père de celle-ci. À 20h30 environ, le portable de Jamie James, c'est le père de Lily, reçoit un SMS inquiétant envoyé depuis le téléphone de sa fille. Ne demande pas pourquoi et ne m'appelle pas, s'il te plaît. Viens me chercher à l'école maintenant. Surpris par ce texto inhabituel, Jamie répond immédiatement. Est-ce que ça va ? Tout va bien, j'ai juste eu des ennuis. Il tente alors de la rappeler en retour, mais sans succès. Alors il envoie un autre texto. Réponds au téléphone, s'il te plaît, où es-tu ? Il n'obtiendra plus aucune réponse. Ces échanges orchestrés par Paul sont une manœuvre cruelle. D'un côté, il vise à s'assurer que le corps de Lily sera découvert rapidement, puisque son père alarmé viendra sûrement sur place. De l'autre, il cherche à brouiller les pistes sur l'heure du décès. Les messages laisseront penser que Lily était encore en vie au moment de les envoyer. En réalité, au moment où le père de Lily lit ces mots, sa fille est déjà morte depuis près d'1 heure, vous l'avez compris. Paul estime avoir suffisamment gagné de temps. Il quitte enfin les toilettes, abandonne le corps sans vie de Lily sur le carrelage. Les caméras de l'école le captent sortant du gymnase, son sac sur le dos et se dirigeant d'un pas rapide vers la sortie. Cela fait plus d'1 heure qu'il a commis son crime et jusqu'ici personne ne l'a dérangé. Paul Tichsen s'échappe dans la nuit. La vidéosurveillance de l'établissement le montre donc sortant rapidement du bâtiment, rejoignant le parking de l'école. Pour la première fois de la soirée, il se met à courir. Jusqu'alors, il avait agi froidement et sans se presser. Mais désormais, chaque minute compte pour sa fuite. Il monte à bord de la voiture grise qu'il a garée non loin de là, cette fameuse voiture de location réservée plus tôt dans la journée. Il démarre en trombe et quitte les lieux, se fondant dans la circulation clairsemée du centre-ville de Sydney. La destination de Paul est réfléchie. Il sait où il va aller. Il prend la route de la côte est de Sydney en direction de Vaucluse, un quartier de falaises surplombant l'océan. Peu avant 21h, il arrive au Diamond Bay Reserve. C'est un parc côtier isolé à une dizaine de kilomètres de l'école. C'est un lieu connu pour son promontoire abrupt nommé The Gap, tristement célèbre pour ses falaises utilisées parfois par des gens qui veulent en finir. Paul gare la voiture sur le parking du petit parc. La nuit est noire et l'endroit quasiment désert. Pendant près de 2 heures, Paul reste dans son véhicule, seul avec ses pensées. Plutôt que de prendre la fuite, loin de Sydney, il semble préparer ses dernières démarches. Il sort son téléphone portable et effectue 2 virements bancaires importants. Il transfère $9 100 sur le compte de chacun de ses 2 colocataires, en ajoutant la mention 6 mois de loyer dans l'intitulé. Ce geste surprenant, réglé à l'avance le loyer de l'appartement qu'il partage, indique qu'il ne compte pas revenir. Peu après, Paul va échanger quelques messages sur Snapchat avec un ami. Il lui envoie des selfies où il apparaît le visage étrangement impassible, sans aucune expression. Paul ne confesse rien de son crime, mais son comportement est anormal. Il semble faire ses adieux silencieusement. Pendant ce temps-là, il y en a 2 qui sont inquiets. Les parents de Lily. Le père de Lily a reçu un SMS censé venir du téléphone portable de sa fille, mais nous on le sait, c'est Paul qui a envoyé ce message. Et à côté de lui, au moment où il a reçu le message, il y avait
Peta, la maman de Lily, qui elle aussi est inquiète. À 22h31, alors que Paul est dans sa voiture, Peta lui envoie un message. Salut Paul, c'est Peta James, la maman de Lily. Tu ne saurais pas où elle est ou si tu peux la contacter ? 2 heures plus tard, à minuit 35, autre message de Peta à Paul qui se fait un petit peu plus insistant. Salut Paul, est-ce que par hasard tu as vu Lily ce soir ? Paul Tichsen passe un dernier coup de téléphone depuis son téléphone portable garé face à l'océan. Il compose le 000, c'est le numéro des urgences en Australie. Une opératrice décroche et ce qu'elle entend est surréaliste. Police emergency, this is Katrina. Hi Katrina. I would like to report a body in St Andrews Cathedral School in Sydney CBD. Sorry, you'd like to report a body murder. Sorry, I can't hear what you're saying. So, there's a body that in St Andrews Cathedral School in Sydney CBD. St Andrews Cathedral School? Yeah. What's the address there? 474 Kent Street. 474 Kent Street in Sydney. What's the closest corner street there to St Andrews Cathedral School? Bathurst. 474 Kent Street, Sydney, because of Bathurst Street? Yeah. All right, so St Andrews Cathedral School, 474 Kent Street, Sydney, because of Bathurst Street. Now, you're not there at the moment? I am not, no. Okay, what's going on there? If you go into the school, there's a entrance on the left of the reception area. There's a sports department. There's a bathroom on the right-hand side where there is a body. A body? Yeah. Okay. There is a body in a bathroom on the right-hand side of what? When you go into the sports area, which is when you enter the school through reception on the left, and there are bathrooms then on the right in the sports area. It's the first door in the right. And so it's inside? Yeah. So you want to go through reception to the left. When were you there? I don't remember. What do you mean you don't remember when you were there? I don't remember what time it was. So how long ago were you there? Couple of hours. Is it male or female? Female. Sorry? Female. Female? Do you know who it is? No. What's your name? I'd rather not disclose. Okay, so are you in a house or on the street? Neither. I think someone should just go in there before people arrive in the morning. Quelques minutes après cet appel anonyme, aux environs de minuit, Paul Tichsen sort de sa voiture et s'avance vers le rebord de la falaise, plongé dans l'obscurité. Et là, vous devinez la suite. Son corps disparaît dans la nuit en contrebas de Diamond Bay. C'est ici donc que s'achève la cavale de Paul Tichsen. Il échappe définitivement à la justice. Sauf que pendant ce temps-là, dans le centre de Sydney, l'alarme vient enfin d'être donnée. Le message de Paul à la police est pris au sérieux malgré son caractère étrange. Peu après minuit, dans les premières minutes du 26 octobre 2023, donc, des équipes de police pénètrent dans l'enceinte du St Andrews Cathedral School à la recherche de ce corps signalé. En inspectant le bâtiment du gymnase, les policiers tombent rapidement sur la scène de crime. Dans les toilettes handicapées des vestiaires, ils découvrent le cadavre atrocement mutilé de Lily James. Elle est étendue sur le sol, baignant dans une mare de sang. Ses blessures sont si graves que son visage en est méconnaissable. Les agents décriront, je cite, une femme dans la jeune vingtaine avec de graves blessures à la tête, au point qu'ils peinent d'abord à l'identifier. Très vite, ils comprennent qu'ils font face à un homicide d'une violence extrême. Il faut savoir qu'au moment où la police arrive sur place, il y a déjà le père de Lily qui attend mais qui ne peut pas rentrer dans l'école puisqu'il n'a pas les clés. Il est donc l'un des premiers à découvrir le corps de sa fille et on va surtout lui demander de l'identifier. C'est comme ça qu'on va connaître
définitivement l'identité de Lily et comprendre que c'est elle qui a été assassinée. L'école va envoyer dès 4h30 du matin un email à tous les parents d'élèves pour annoncer qu'un incident critique s'est produit dans la nuit et que l'établissement restera fermé pour le reste de la semaine. À 6h30, un second message précise qu'aucun élève n'est impliqué afin de calmer les inquiétudes. Assez rapidement, finalement, les soupçons des enquêteurs se tournent vers Paul Tichsen, ce collègue de Lily introuvable depuis la veille. Sur les enregistrements de la vidéosurveillance de l'école, les policiers voient donc Lily entrer dans les vestiaires, suivie de près par un homme correspondant à la description de Paul. Très vite, il est désigné comme suspect numéro 1 du meurtre. Il faut savoir que si on ne voit pas de vidéosurveillance de Lily, c'est qu'elles ont seulement été montrées lors du procès. Mais aucune vidéosurveillance où l'on aperçoit Lily, en tout cas dans l'école, n'a été médiatisée, n'a été partagée au grand public. On ne voit seulement que son meurtrier. En recoupant différents indices, la déposition du père de Lily, qui mentionne les messages reçus, les vidéos de l'école, l'appel anonyme, eh bien la police arrive à comprendre le scénario. Paul Tichsen a tué Lily, il s'est enfui et il pourrait chercher à mettre fin à ses jours. Nous on le sait, mais à ce moment-là, les enquêteurs ne le savent pas. Une course contre la montre s'engage pour le retrouver. Dès le 26 octobre, un périmètre de recherche est établi du côté de Diamond Bay, à Vaucluse, à 10 km donc de l'école, parce que c'est la dernière localisation connue de Paul d'après le traceur GPS de la voiture et d'après l'appel passé aux urgences. Les falaises de The Gap sont immédiatement suspectées d'être le lieu où Paul a pu se rendre et peut-être a pu mettre fin à ses jours. Au lever du jour, le 26 octobre donc, d'importants moyens de recherche sont déployés le long de la côte de Vaucluse. À 9h du matin, des hélicoptères de la police survolent la zone tandis que des équipes terrestres fouillent les sentiers et que des patrouilles maritimes scrutent le pied de la falaise. Les enquêteurs découvrent assez rapidement des éléments troublants. Sur le belvédère de Diamond Bay, un sac à dos est retrouvé, ainsi que divers effets personnels appartenant à Paul Tichsen. Parmi ce matériel figure un marteau. L'outil est taché de ce qui pourrait être du sang. La police considère d'emblée que ce marteau est l'arme du crime ayant servi à frapper Lily. Mais malgré ces indices, aucune trace de Paul lui-même ce jour-là. Les heures passent, l'angoisse des proches de Lily qui espèrent des réponses grandit, et ce ne sera que le lendemain, le 27 octobre 2023, en fin de matinée, que le dénouement va avoir lieu, puisque vers 11h30, un groupe d'ouvriers travaillant sur un chantier au sommet de la falaise aperçoit un corps inanimé sur les rochers en contrebas de Diamond Bay. Les secours sont immédiatement prévenus. Une équipe spécialisée de la police, assistée d'un hélicoptère de sauvetage, parvient à descendre en contrebas et à récupérer le corps. Il est 12h15. Le cadavre est de sexe masculin, présente de multiples traumatismes compatibles avec une chute de grande hauteur. Il s'agit de Paul Tichsen. La nouvelle du meurtre brutal de Lily James et que son meurtrier mette ensuite fin à ses jours choque profondément la communauté scolaire et le grand public australien. En l'espace de 2 jours, St Andrews Cathedral School est passé du calme studieux à l'horreur absolue. La direction de l'école, après avoir géré l'urgence immédiate, s'efforce de rassurer et de soutenir les élèves, les familles. Dans une lettre adressée aux parents, la proviseure de St Andrews souligne que la police lui a assuré que ce drame était imprévisible et qu'aucun signe précurseur n'aurait pu permettre de l'anticiper. L'école déploie des cellules psychologiques, des conseillers sont mis à disposition des élèves et professeurs traumatisés forcément, et la bibliothèque est transformée en centre d'accueil pour ceux qui ont besoin de parler. La proviseure, par ce communiqué, explique que la police lui a dit justement que ce drame était imprévisible, je viens de vous le dire. Mais beaucoup n'y croient pas, beaucoup se posent des questions. Paul Tichsen a déjà montré des signes de violence, il stalkait Lily. Et ça n'a pas été qu'avec Lily, il a aussi fait ça avec son ex-petite amie. Il y avait quand même des signes avant-coureurs. Pourquoi personne n'a agi? Pourquoi Lily n'a pas porté plainte? Pourquoi n'en a-t-on pas parlé finalement? Très vite, les hommages à Lily James affluent de partout. Sa famille publie un communiqué le 27 octobre, dans lequel elle exprime son chagrin immense. Lily était pétillante, ouverte aux autres, profondément aimée de sa famille et de ses amis. Devant les grilles du St Andrews Cathedral School, des fleurs, des bougies, des messages manuscrits s'accumulent spontanément, formant un mémorial improvisé, là même où Lily travaillait quelques jours plus tôt. Lily est inhumée le 17 novembre 2023 lors de funérailles empreintes de dignité tenues dans l'école de filles où elle avait fait ses études secondaires.
Sur le plan matériel, l'établissement va prendre une décision symbolique forte. La direction annonce la destruction pure et simple du bloc des toilettes du gymnase où le crime a eu lieu. Dès le 3 novembre 2023, ces locaux sont murés, puis démolis dans l'espoir d'effacer la trace physique de la tragédie et d'aider la communauté à tourner la page. Quelques semaines plus tard, des experts vont se pencher sur la personnalité de Paul Tichsen. Ils vont tous aller dans le sens d'une préméditation totale. Le meurtre de Lily est ainsi établi comme un acte pensé, préparé et exécuté de sang-froid, et non un accès de folie passager. Les experts en psychologie décrivent Paul comme un individu ne présentant pas de pathologie mentale avérée. Un expert psychiatre souligne que Paul était pleinement conscient de ses actes et animé par un désir de punition. La psychologue, Dr Cathy Seidler, dira ceci. Ce n'est pas un homme qui a perdu le contrôle, c'est un homme qui a planifié méticuleusement. Paul était terrorisé à l'idée que la fin de sa relation avec Lily ternisse l'image parfaite qu'il projetait publiquement. Et il a choisi de neutraliser ce qu'il percevait comme une menace pour son ego en supprimant Lily. Lily James est donc la 46e femme à avoir été assassinée en Australie en 2023. Une statistique glaçante qui donne la mesure du fléau. Comme une fin à cette histoire, c'est la maman de Lily qui prendra la parole sur les réseaux sociaux où elle s'excuse de n'avoir pu protéger son petit trésor. En tant que parents, si nous n'enseignons pas à nos fils le respect des femmes, la valeur de leur choix et comment accepter un refus, alors nous préparons nos filles à échouer. Le meurtre de Lily James au St Andrews Cathedral School aura marqué durablement les esprits par son caractère effroyable et prémédité. Raconté et analysé dans de nombreux médias, cette affaire expose la réalité des violences conjugales pouvant se cacher derrière des façades apparemment sans histoire. Lily James est aujourd'hui honorée comme une victime innocente d'un crime issu de la jalousie et du besoin de contrôle. Son histoire, tristement célèbre, sert d'avertissement. Même au sein d'une école élitiste du centre de Sydney, le pire peut se produire si l'on ignore les signes avant-coureurs de la violence. Que la mémoire de Lily, que son sourire, que sa passion pour le sport et sa bienveillance continuent de guider tous ceux qui l'ont connue en Australie. Et que justice lui soit rendue, non pas par un procès, mais par la prise de conscience collective qu'aucune obsession amoureuse ne justifiera jamais la destruction d'une vie. Lily restera à jamais dans les cœurs comme le rappel poignant de la nécessité de protéger les victimes potentielles et d'éduquer contre la violence faite aux femmes. Encore une fois, dans cette histoire, dans cette vidéo, et je sais que ça va me l'être reproché dans les commentaires parce que j'ai déjà reçu ce genre de commentaires, mais on a ce schéma d'une femme qui se fait tuer par un homme de par jalousie, de par obsession, de par tentative de vouloir posséder la femme. Pourquoi je parle des commentaires ? Parce que j'ai déjà eu ce genre de commentaires. Charlie, pourquoi tu évoques beaucoup sur ta chaîne des femmes qui se font tuer par un homme ? Les chiffres, c'est pas moi qui les invente, ils existent. Quasiment 90% des meurtres ont comme victime les femmes. Soit tuées par un copain, soit tuées par son mari, soit tuées par un ex-copain, un ex-mari. On parle souvent de féminicide, on en parle chaque jour en France. À l'étranger, c'est pareil. Mon objectif, c'est pas d'être l'avocat de toutes les femmes. C'est juste ne pas oublier, c'est juste rappeler que malheureusement, et celui qui pense le contraire, qui m'expose en commentaire ses idées, je les lirai, mais être une femme aujourd'hui, en 2026, oser me dire que ce n'est pas compliqué d'aller en soirée toute seule, de se promener dans la rue, de revenir de soirée toute seule plutôt. Je suis pas à la place d'une femme et je suis persuadé que c'est compliqué. Et même aujourd'hui, dans une possible relation, avec tout ce qu'on voit, nous les gars, nous les hommes, parce que j'englobe pas tous les hommes dans tout ça, et je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a dans la population des hommes, s'il vous plaît, mesdames, pensez-y, il n'y a pas que des monstres, il y a aussi des gars qui malheureusement subissent tout ça en fait, subissent le fait que oui, il y a encore eu une victime femme, oui, c'est encore un homme qui a tué une femme. Et moi, je trouve que c'est dommage pour
pour toutes les jeunes générations d'hommes qui vont arriver, qui, je l'espère, vont peut-être prendre conscience de certaines choses et vont prendre conscience que les femmes, aujourd'hui, sont libres. On ne peut pas posséder une femme comme une femme ne peut pas posséder un homme. Mais dans ce sens-là, on le sait, c'est plus flagrant. Il faut juste qu'on apprenne à nos enfants. Alors moi, j'ai pas de garçon, mais si j'avais un garçon, mon père, en tout cas, moi, me l'a appris, de toujours respecter les femmes. Je me souviendrai toujours des phrases qui me donnaient de toujours respecter les femmes. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit. Après, il se passe des choses dans la vie, dans les relations, etc., où peut-être qu'on n'est pas tout blanc, tout rose, voilà. Mais il faut toujours garder une bonne ligne de conduite et surtout ne jamais être violent envers une femme. Je veux pas partir dans un monologue, mais je voulais juste rappeler ça et répondre à certains commentaires qui me reprochent souvent de parler de ce genre d'histoire, que malheureusement ce genre d'histoire existe trop souvent et qu'on est trop souvent obligé d'en parler et que ça fait trop souvent l'actualité et que c'est pour ça qu'on en parle trop souvent. Voilà. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que ça aussi sur ma chaîne. Dans tous les cas, j'ai une vraie pensée à toutes les femmes qui nous ont quittés de façon tragique. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.